suis Pierre-Gaël Chantreau, je suis président de Nokia en France et responsable des activités de réseau mobile en Europe centrale et en Europe de l'Ouest. Nokia est une société présente dans plus de 120 pays dans le monde. En France particulièrement, nous sommes un acteur majeur du monde des télécoms. Nous avons des expertises de recherche avec les Bell Labs, c'est le deuxième centre de recherche dans le monde. Nous développons la 5G, nous développons des produits faisceaux hertziens, nous développons des produits de câbles sous-marins, nous sommes leaders dans ce domaine. Et récemment, nous avons aussi ouvert un centre d'expertise, un centre d'excellence dans le domaine de la cybersécurité. La technologie 5G notamment dispose de nombreuses améliorations par rapport aux générations précédentes sur plusieurs plans. D'une part en termes de chiffrement, donc le chiffrement des données entre les antennes elles-mêmes et le cœur de réseau. Et d'autre part, l'industrie a mis en place des normalisations spécifiques sur le domaine de la sécurité qui vont de design, du développement des features et qui permettent d'accréditer les différents fournisseurs de ces technologies par rapport à des normes 5G standards de sécurité. Néanmoins, notamment sur la 5G, ce que nous observons, c'est une surface de vulnérabilité beaucoup plus importante car la 5G va être une technologie employée par beaucoup plus d'acteurs que dans les générations précédentes de technologies mobiles. L'autre chose, c'est que l'architecture même des réseaux va dans le sens de la distribution des ressources et la virtualisation. Cela ouvre d'autres plateformes plus virtualisées qui vont créer des difficultés ou des risques qui n'existaient pas auparavant. Ce qui est aussi important de comprendre sur le domaine de la 5G, c'est la création de réseaux privés dédiés. Nous entrons dans l'Internet industriel. Les entreprises, les gouvernements vont créer des réseaux dédiés pour des besoins spécifiques. Et cela va créer d'autres cas d'usage dans lesquels de nouvelles vulnérabilités peuvent se produire. Nous avons créé ce centre d'excellence de cybersécurité, c'est pour la France mais également pour l'Europe, afin de prendre en compte ces risques et de, dès à présent, créer des stratégies pour y faire face. La première, c'est le rançonnage et nous notons le rapport récent de l'ANSSI qui fait état pour la France d'une multiplication des attaques de rançonnage par 4 entre 2019 et aujourd'hui, ce qui est un nombre considérable dans le contexte dans lequel nous vivons, qui est celui du confinement ou déconfinement et du télétravail qui a ouvert une brèche et des opportunités d'attaques supplémentaires. Le deuxième volet, plus classique, est celui du déni de service, DDoS, sur des ressources, des serveurs de l'entreprise qui ne sont fonctionnellement plus disponibles. Au-delà de ces deux premiers types, nous faisons état de nouveaux risques. Le premier, ce sont des attaques qui ciblent les chaînes d'approvisionnement, qui font appel à différents acteurs et pour lesquels nous observons des stratégies malveillantes qui consistent à retirer de l'information, à faire du sabotage ou à détourner ce pourquoi ces chaînes d'approvisionnement étaient en place. Pour faire face à ces risques, l'entreprise doit anticiper. La stratégie doit reposer sur une stratégie de collaboration. Pourquoi? Parce que l'écosystème numérique de l'entreprise dans l'Internet des objets s'est accru. C'est la raison pour laquelle Nokia, avec son centre de cybersécurité, pense à une approche de collaboration pour nouer des partenariats avec les différents acteurs qui peuvent apporter les réponses adéquates de cybersécurité et de fournir des réponses véritablement bout en bout. Le deuxième volet, c'est d'anticiper la transformation des ressources informatiques en projetant l'entreprise à 5 ans, au moins ou plus loin, pour anticiper comment les réponses vont pouvoir s'échelonner sur la cybersécurité.
Alors, la crise sanitaire a accéléré la transformation digitale de la société. Télétravail, déploiement de la 5G sont autant d'éléments qui, comme l'a dit Monsieur Chantreau dans cette vidéo d'introduction, ont augmenté la surface de vulnérabilité des entreprises. Les entreprises sont exposées à des attaques qu'elles ne peuvent pas anticiper, qui sont devenues multiples et beaucoup de questions se posent. Pour y répondre, je vous propose d'en débattre avec nos intervenants. Tout d'abord, Romain Perret, avocat chez McDermott, Will & Emery. Benjamin Ecker, Head of Legal Privacy Officer chez Huawei. Éric Singer, de Schneider Electric et administrateur du Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, le CESIN. Et Guillaume Vassoulière, cofondateur de Yes We Act, qui fait du hacking éthique. Alors peut-être qu'on peut commencer avec la définition et le champ d'application de la cybersécurité. Qu'est-ce qu'elle recouvre désormais? Je vais peut-être donner la parole à Benjamin Ecker. Qu'est-ce que ça recouvre, la cybersécurité, aujourd'hui? La cybersécurité, sur le papier, ça peut paraître une chose assez simple. Finalement, on vise 4 éléments principaux. Le premier, c'est de protéger des systèmes d'information et des données. Le deuxième, c'est de détecter des problèmes, des crises, des accidents, des incidents, des attaques, remédier à ces éléments-là. Et le dernier élément, c'est analyser, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et comment je repars dans le premier élément qui est je protège, j'améliore mon système et je viens améliorer la surface de protection de mon entité. La cybersécurité, ça va être donc tous les moyens humains, matériels, immatériels, numériques qui vont être mis en œuvre pour atteindre ces différents objectifs. Pourquoi on a besoin d'atteindre ces objectifs? Pour protéger nos entreprises, pour prémunir nos entreprises contre des pertes de données, des pertes de production, des pertes de disponibilité de sites et ainsi de suite. Donc le but, c'est vraiment de viser notre structure et les risques qu'elle peut rencontrer. Pourquoi on parle de périmètre aujourd'hui? C'est parce qu'on est dans une situation qui a évolué de manière très significative ces dernières années et qui s'est même accélérée. On est passé déjà dans une première étape où on était des sortes de châteaux forts, où tout était bien protégé à l'intérieur, des portes qui étaient connues, protégées, accessibles, de manière coordonnée, tout était construit. Les murs de ces châteaux sont tombés, les accès se sont démultipliés. Et donc là, il a fallu évoluer pour comprendre comment gérer ces différents accès. On avait des entreprises qui avaient un nombre assez limité d'outils informatiques, de systèmes informatiques contrôlés. Aujourd'hui, tous ces systèmes interagissent avec un nombre d'éléments, je ne vais pas dire infini, mais qui tend à devenir infini. Et donc tout le sujet du périmètre de la cybersécurité, il est là aujourd'hui. On a ce système qui était dans l'entreprise, on a commencé à basculer à un moment sur ce qu'on appelait le BYOD, donc on a commencé à dématérialiser, utiliser certains outils différents pour avoir accès aux données. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on peut appeler le Bring Your Own Office, c'est-à-dire que le bureau n'est plus dans le bureau est chez soi, le bureau est n'importe où, et s'interconnecte avec différents éléments. Et donc, la cybersécurité, elle évolue dans ce nouveau périmètre-là. Si les principes restent les mêmes, l'environnement en tant que tel a évolué de manière significative et donc on se doit de comprendre ces différentes évolutions et savoir protéger ces différents accès et ces différents risques liés à ces accès. Éric, peut-être si vous voulez enchaîner avec ce que recouvre le risque cyber aujourd'hui et l'évolution du profil des personnes qui sont chargées de ça au sein de l'entreprise. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous déjà. Donc, enchanté d'être avec vous et de parler de cybersécurité. La cybersécurité, c'est une affaire de spécialistes qui doit être comprise par toute personne dans l'entreprise, à tout niveau dans l'entreprise. Et moi, je suis responsable sécurité informatique, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, j'ai évolué, responsable des sécurités systèmes d'information. Puis maintenant, je suis CISO. Alors, qu'est-ce que cette évolution que j'ai vécue depuis 20 ans? C'était passionnant et on a dû se transformer nous-mêmes, pouvoir adresser la sécurité dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise. Alors tout d'abord, quand j'étais responsable sécurité informatique, moi je gérais un peu l'antivirus et les firewalls, c'était très technique et ça n'intéressait pas grand monde. On était là, à essayer de définir des plans de sécurité, mais on se demandait pourquoi on faisait de la sécurité. C'était les empêcheurs de tourner en rond, on mettait des portes qui fermaient. C'est pas intéressant.
Moi, ça m'intéressait parce que je comprenais que je protégeais l'entreprise. Ensuite, on s'est transformé en responsable de la sécurité des systèmes d'information. Le rattachement déjà a changé. Nous étions rattachés à des structures opérationnelles informatiques, et là, on était directement rattachés au directeur de la sécurité, enfin au DSI. Et là, c'est un peu changé parce qu'on a participé à la transformation, pas encore digitale, mais à la transformation informatique de l'entreprise, où on a dû définir des politiques de sécurité, où on a dû adresser la protection des données à caractère personnel, où à l'époque, il y avait les premiers correspondants informatiques et liberté, avant les DPO. C'est là où on a défini les premiers prémices de la sécurité. C'est là où on a commencé à travailler avec le juridique. C'est là où on a commencé à travailler avec l'assurance. C'est là où on a commencé à faire plein de choses passionnantes. C'était un chemin qui commençait à avancer, qui était très intéressant. Et puis, il s'est passé quelque chose de très important. En 2017, nous avons eu WannaCry et NotPetya. Est-ce que vous vous en rappelez de ces attaques? Est-ce que ça vous dit quelque chose au moins? Donc, ça a commencé à adresser l'ensemble des personnes. Beaucoup de personnes haut placées. On a eu des attaques chez Saint-Gobain, on a eu des attaques chez Renault, et on a vu que des attaques cyber pouvaient bloquer des entreprises, pouvaient paralyser le fonctionnement. Et on voit même une évolution même dans la demande de rançon. Maintenant, les attaquants, ces organisations félonnes, sont là pour mettre à bas les entreprises et pour demander surtout de l'argent. Donc les nouveaux types d'attaques, les ransomware, comme on les appelle, à la fois paralysent l'entreprise, à la fois exportent des données pour effectuer du chantage dans l'entreprise. Et donc, le CISO, le Chief Information Security Officer, doit faire face à ces sujets. Alors, un peu une définition avant de continuer, désolé de prendre un peu trop longuement la parole. Définition du CISO. Le CISO, d'abord, c'est devenu Chief. Chief parce qu'il communique et est en relation directement avec le COMEX. Je participe, on participe, tous les CISO, souvent à des comités d'audit. On participe, on est invité maintenant au niveau des directions générales pour leur parler, vous savez quoi ? De risque. Pour parler de risque. Mais aussi le C veut dire, en plus du chief, ça veut dire aussi coopération. Coopération dans l'entreprise pour adresser la sécurité au bon niveau et coopération en dehors de l'entreprise pour pouvoir sécuriser l'écosystème. Deuxième partie du CISO, c'est le I. I, bien sûr, comme information. Et bien voilà, l'information est essentielle pour pouvoir échanger, pouvoir s'informer, pouvoir faire de la veille sans analyser les incidents, sans comprendre la menace, et on ne peut pas faire de sécurité informatique. Et le I veut dire aussi incident, gestion des incidents. Nous sommes maintenant dans une phase, et j'ai vu ça depuis quelques années, depuis 2017, on est devenus des vrais guerriers. Ou quand il y a des attaques cyber, ce qu'on déclenche, c'est des cellules de crise, des war rooms, où on doit pouvoir réagir 24/24, 7/7, le week-end, n'importe quand, à des attaques cyber. Et ça, je pense que tu vas en parler. Des attaques cyber qui pourraient mettre à bas l'organisation. Une attaque, c'est toutes les 20 secondes. Globalement, comment on fait pour réagir à ça ? Et nous devons avoir de nouvelles capacités, à la fois pouvoir communiquer en haut, au niveau du management, mais réagir comme des guerriers. Donc ça, c'était le I. Non, il y a le S dans CISO. S comme sécurité, bien sûr. Sécurité de l'information. Ça veut dire aussi safety, parce qu'on travaille pour protéger les vies. On travaille avec les gens qui gèrent la sécurité physique des endroits. Et donc, c'est important, l'aspect safety. Et après, il y a O, comme opérationnel. Opérationnel parce qu'on est là pour gérer de l'opérationnel et pour pouvoir répondre à l'entreprise. Donc c'est ça, ce nouveau CISO, mission qu'on a maintenant, et qui est
passionnante. Merci beaucoup. Romain, sur peut-être les conséquences juridiques des cyber-risques et l'aspect juridique et la manière dont tout ça a évolué. C'est très intéressant ce que viennent dire Benjamin et Eric, parce que ça présente une solution davantage technique et une réponse technique. Et le droit a une approche finalement un peu paradoxale, puisque il y a effectivement un certain nombre de règles en matière de cybersécurité, c'est-à-dire une fois que l'événement se produit et le dommage est généré pour l'entreprise, ce sont des moyens d'action a posteriori qui sont mis en place, notamment du point de vue pénal, avec un effet relativement limité. Et puis en parallèle de ça, c'est développer une autre réglementation qui fait peser des exigences très fortes, qui sont celles de notification, quand on reçoit une violation de données personnelles. Alors, toute cyberattaque n'entraîne pas nécessairement une violation de données à caractère personnel, notamment quand elle vise par exemple des actifs plus stratégiques ou des informations plus stratégiques comme des brevets qui ne présentent pas de caractère ou du secret industriel. Néanmoins, compte tenu du champ d'application extrêmement large du RGPD et de la notion même de données à caractère personnel, à savoir que une donnée qui peut vous paraître anonyme parce qu'elle ne n'identifie pas quelqu'un, mais peut quand même présenter un caractère personnel. Et si elle est compromise d'une manière ou d'une autre, va générer une notification à la fois au régulateur, en France c'est la CNIL, et potentiellement aux personnes concernées. Et dans cet effort de guerre qui est en fait la nécessité d'une réponse rapide, presque brutale, en bloc, on est face aussi à devoir gérer d'autres exigences en parallèle qui, même si elles ont un sens par rapport au risque concernant les individus, ne sont pas du tout du même ordre que le risque organisationnel et qu'il faut aussi opérer, d'où le fait d'ailleurs ce que disait Eric tout à l'heure, la nécessité de devoir travailler ensemble, y compris sur les sujets assurance, puisque indépendamment du montant de police, il y a aussi comment est-ce que telle ou telle police d'assurance va prendre en compte tel ou tel risque et qui rentre dans une qualification juridique. Donc il y a une sorte de fragmentation, en tout cas en Europe. Les Américains et les Chinois ont des positions légèrement différentes, mais c'est un petit peu, je pense, étonnant de voir que le droit n'a pas appréhendé de manière peut-être harmonisée l'ensemble de ces difficultés. D'accord, je vous remercie. J'ai oublié de vous présenter tout à l'heure un intervenant qui n'est pas là, mais qui est avec nous en pensée, c'est Frédéric Douzet, qui est responsable du projet géopolitique de la datosphère, le projet Géode, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui parce qu'elle a été un pot de thèse et qu'il y a plus de 20 personnes touchées par le Covid qui sont positives. Donc, elle a préféré ne pas venir, mais elle nous a néanmoins donné des points d'attention. Et ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez, Romain, puisqu'elle exprimait qu'on a souvent l'habitude de prendre la question de la définition du cyber-risque par le prisme technique, alors qu'on peut aussi le prendre par le prisme des activités, effectivement, de l'entreprise, et de regarder, lorsqu'on dresse la cartographie des risques cyber, quelles sont les données stratégiques qu'on veut protéger et prioriser les données stratégiques qu'on veut protéger. Alors, je vais m'adresser à Guillaume pour lui demander peut-être aujourd'hui, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés par les cyberattaques ? Comment on peut faire pour anticiper ces attaques ? Alors, merci, bonjour. Du coup, je voulais juste revenir un peu sur l'activité d'ISWAC. Donc aujourd'hui, ISWAC, c'est une multinationale, on peut voir ça comme ça, qui fédère à peu près 30 000 hackers éthiques à travers le monde. Et on va en fait avoir un modèle qui est un peu particulier, donc assez technique, donc de recherche de vulnérabilité. Et en fait, les hackers éthiques sont rémunérés au bounty, donc à la faille, en fonction de la criticité, donc avec un impact direct, comme vous le disiez justement, ou comment on va faire une analyse de risque, on va se dire qu'est-ce qu'on veut protéger. Quelles sont les données qui ont de la valeur, et donc du coup à partir de ce moment-là on va mettre des primes qui peuvent osciller. Par exemple pour le canton de Genève, le système de vote, on est à 250 000 € la prime. Donc voilà, c'est la petite, je vous fais rapide le secteur d'activité. Donc par rapport à ce que vous disiez, en fait aujourd'hui on transpose l'art de la guerre au domaine cyber, faut le voir comme ça. Donc information, désinformation, on se sert des climats anxiogènes pour accélérer les attaques. Donc on l'a vu pendant le Covid,
Il y a une brèche qui s'est ouverte, donc climat anxiogène, les gens qui sont un peu plus stressés, donc ont tendance à aller beaucoup plus rapidement et à exécuter, notamment, vous allez recevoir des mails, on va vous dire il faut que tu cliques rapidement sur ce lien, il faut que tu me donnes ce document, etc. Et donc les gens sont moins sujets à être attentifs, et ça on l'a vu sur tout le long de ma carrière, hein, puisque j'ai été mandaté par beaucoup de sociétés, et notamment nous on appelle ça des attaques de social engineering combinées à des attaques techniques. Donc social engineering, on va directement avoir ce caractère humain, donc créer un effet de stress, et donc du coup derrière pouvoir dérouler un scénario malveillant. Donc partant de ce constat, de ce climat anxiogène, on a vu du coup une accélération des attaques, comme le disait Benjamin, donc 4 fois plus selon le rapport de l'ANSSI. Là vous avez un rapport qui est sorti il y a 15 jours, en fait, par le ministère de l'Intérieur, où justement, avec les dépôts de plaintes, il y a de plus en plus de plaintes, donc on est capable de fournir de plus en plus de statistiques. Donc là, l'intérêt de tout ça, c'est aussi l'intelligence collective, c'est de fédérer toutes ces données et de pouvoir, axer nos systèmes de défense au bon endroit. Ce qu'on faisait un peu moins avant, étant donné que déjà il y avait une diversité en termes de données qui n'était pas spécialement centralisée. Donc en fait, pendant la crise, nous déjà on a vu une accélération sur nos clients, donc on a une accélération du e-commerce. Donc déjà, historiquement, c'est un domaine qui est quand même assez touché. Tout à l'heure, la personne de Nokia disait une accélération de l'exposition des vulnérabilités, mais en fait, on dit pas ça comme ça, on dit plutôt une accélération de l'exposition des surfaces d'attaque. En fait, aujourd'hui, c'est pas parce que, c'est plus les surfaces d'attaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu par exemple des banquiers qui sont partis avec les tours informatiques et ils les ont ramenés chez eux. Donc en fait, on a transposé ce qu'un ciseau va impliquer comme règle en interne dans un réseau sécurisé qui est celui de l'entreprise. C'est difficilement applicable dans un réseau qu'on ne maîtrise pas, qui est globalement du home office. Donc c'est plutôt les surfaces d'attaque. Donc par exemple le luxe, beaucoup d'accélération dans le luxe au niveau de tout ce qui est e-commerce, hein, pareil, parce qu'ils avaient l'habitude de... Donc en fait, ces surfaces d'attaque, ils sont démultipliées. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles, puisqu'on est sur un système, on a industrié. Les gens qui sont malveillants, en fait, c'est des chefs d'entreprise. Ils veulent un retour sur investissement très rapide. Donc en fait, ils ont industrialisé les attaques. Et donc du coup, partant de ce constat, c'est que tout le monde peut être touché, petites, moyennes, grandes entreprises. Ils n'ont pas les moyens ne sont pas, on n'est pas sur une égalité de moyens de défense. Donc déjà partant de ce constat, vous l'avez tous vu dans la presse, les hôpitaux ont été beaucoup touchés de par le fait qu'aujourd'hui leur métier c'est pas de faire de la cybersécurité. Donc aujourd'hui ils étaient débordés. Donc du coup par effet de rebond et par effet de masse en fait d'attaque, hein, puisqu'au final on va envoyer 1000 attaques et on va avoir un pourcentage derrière. Et puis en fait, c'est le retour d'investissement. Si vous avez 1% qui paye les rançons, il a gagné sa journée, son mois. Et donc voilà. Donc il y a une problématique d'industrialisation. Et donc du coup, tous les secteurs d'activité sont touchés. Et en plus, dans le médical, on a vu vraiment une accélération. Donc téléconsultation, les tests en ligne, fournir les tests rapidement, etc. Donc toujours pareil, cet effet de vitesse. Aujourd'hui, on n'est plus comme dans les années 2000 où on développait une application, on l'a sécurisé et en fait on n'y touchait pas pendant 12 mois, 2 ans. Et aujourd'hui, quand vous avez votre téléphone, vous voyez bien que souvent les applications sont mises à jour. Donc ça c'est plus visible pour vous, mais imaginez qu'en fait aujourd'hui nous sommes dans un monde qui bouge très très vite et qui va aller encore plus vite avec la 5G, le déploiement de la 5G. On a une topologie de réseau qui va s'accélérer, qui va être complètement, qui va nous donner un champ des possibles sur beaucoup d'applications, notamment sur les objets connectés. Mais pareil, comme je le disais, surface d'attaque démultipliée. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde doit être attentif et aussi bien sur le côté personnel, parce qu'on parle beaucoup des entreprises, mais aussi nous, en tant que personne, on peut être attaqué. C'est toujours intéressant d'avoir de l'information sur vous et qui peut être recoupé avec d'autres informations qui va permettre potentiellement d'attaquer votre entreprise. Il y a toujours cet effet de rebond, donc un scénario malveillant, ça se prépare. Là, on est plutôt sur les grosses attaques, c'est vraiment des effets de masse, hein, mais après, on va avoir des attaques qui sont un peu plus ciblées, justement pour vol de données, intelligence économique, où là, en fait, on va avoir une attaque qui peut être différente. Donc, quand je dis on transpose l'art de la guerre
dans le domaine cyber, où typiquement on va avoir des scénarios beaucoup plus complexes, avec potentiellement des diversions, avec des attaques massives, et en fait les équipes vont se concentrer sur ces attaques massives, mais à côté de ça on va se faire voler les droits brevets, etc. Enfin voilà, il y a plein de scénarios, et la géopolitique actuelle aujourd'hui veut qu'au final, c'est encore plus, ça s'accélère encore plus. Hein. Vous avez vu en Indo-Pacifique ce qui s'est passé pour les sous-marins. Donc, à chaque fois, on remet un petit peu de bois sur le feu, et imaginez qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher d'envoyer un hacker malveillant sur le terrain qu'un char d'assaut. Donc, partant de ce constat, tout se démultiplie pour plein de raisons. Romain, vous vouliez rebondir sur ce qu'a dit Guillaume ? Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a la vulnérabilité technique qui est en fait exploitée vers des secteurs qui présentent une vulnérabilité entre guillemets organisationnelle. Et l'exemple médical est typique, puisque justement les efforts qui ont dû être mis en place dans un laps de temps extrêmement court par les hôpitaux, eh bien, ont fait que les ressources humaines se sont concentrées pour soigner les personnes et pas pour se défendre contre des risques de cyberattaque. Et quand vous avez des CHU qui sont bloqués, hein, comme l'ANSSI l'a indiqué elle-même, eh bien, il y a un problème considérable, puisque c'est la vie d'individus qui potentiellement est atteinte derrière. Donc la solution financière, elle est vite trouvée hein, d'une certaine manière. Je ne dis pas que tout le monde a payé, mais voilà, c'est une incitation, et cette vulnérabilité organisationnelle que la crise sanitaire a finalement accéléré, ou en tout cas a peut-être mis en avant d'une certaine manière, a aussi entraîné des stratégies chez les attaquants, comme le disait Guillaume. Il faut voir en fait comment ils se sont concentrés, ou sur un certain nombre d'acteurs, sur les services providers comme SolarWinds, pour venir attaquer à un autre niveau aussi de la chaîne. C'est cette situation-là qui est intéressante. Après, il y a la question des motifs, mais c'est un sujet plus... Alors, politique. Frédéric disait qu'on pouvait distinguer en effet les attaques étatiques ou commanditées par les États, qui touchent des cibles stratégiques, les attaques de criminels organisés qui s'orientent vers les sources les plus lucratives, et les attaques opportunistes qui sont aussi les plus faciles à contrer, qui tapent un peu partout et essayent de trouver les gens qui leur résistent. En ce qui concerne la prévention, Eric, vous aviez cette métaphore de la Belle au bois dormant que j'aimerais que vous partagiez avec l'auditoire. Oui, alors je suis donc déjà en accord. Pour une fois, une table ronde, des fois on essaie un peu de se contredire. Malheureusement, là, on n'arrive pas à se contredire, mais j'arriverai peut-être tout à l'heure. Mais il est vrai que l'attaque, elle est multiforme, et elle n'est pas technique d'abord. Elle est souvent, comme on l'a dit, organisationnelle. Et comme Guillaume l'a pu le dire, on utilise les informations personnelles des gens sur les réseaux sociaux, et ça commence comme ça. Et ces informations réseaux sociaux, quand même, de toute manière, l'attaque quand même vient à un moment d'une vulnérabilité technique, quand même. Elle utilise des déficiences dans les process de l'entreprise, dans l'organisation de l'entreprise. Mais le bout du bout, c'est quand même de passer par une vulnérabilité qui n'a pas été identifiée. Et c'est un peu un combat inégal, parce qu'on doit protéger l'ensemble de la surface d'attaque qui devient énorme, mais il suffit d'un petit trou pour qu'on puisse être vulnérable. Et donc, la métaphore de la Belle au bois dormant, c'est la suivante. Et c'est un peu ce qu'on vit. Vous vous rappelez de la Belle au bois dormant, où Aurore, vous vous rappelez la fée Aurore, c'est la princesse, la princesse Aurore, pardon. Et lorsqu'elle est née, on dit, voilà, tu vas être piqué à 15 ans. Donc c'est la vulnérabilité. Donc, oh là là, on va enlever tous les rouets. Et donc, c'est ce qu'on fait. On patch tous les systèmes d'information, on met à jour. Et vous savez quoi ? Au fond, là, dans le placard, il y a un vieux PC Windows XP qui a été oublié, qui n'a pas été patché. C'est le rouet. Et puis, tout d'un coup, quelqu'un le remet sur le système. Et il y avait un virus dedans. Paf ! Et puis, ça paralyse et ça endort toute l'entreprise pendant 100 ans. C'est un peu ce que l'on vit au quotidien. Comment faire face à ça ? Il est important de faire
ce qu'on appelle de la défense en plusieurs niveaux, de la défense en profondeur, c'est un peu technique malheureusement, c'est-à-dire de pouvoir travailler sur différents types de mesures, pouvoir ségréguer les réseaux de manière à qu'on n'endorme qu'une partie d'entreprise, par exemple, et qu'on puisse avoir aussi d'avoir photographié la princesse Aurore avant, pour revenir en arrière, donc des mesures de cyber-résilience, que la résilience, elle est aussi en cyber. Et donc c'est ça. Et donc pour pouvoir travailler à améliorer notre sécurité, on travaille d'abord sur les risques de l'entreprise. C'est très important. Et travailler sur des registres de risques bien compris à tout niveau dans l'entreprise. Le baromètre du César qu'on fait montre qu'en 2020, on va avoir bientôt le baromètre 2021 qui va sortir, mais au moins en 2020, il y avait 2 entreprises sur 3 qui avaient subi une cyberattaque. Je pense que ça va être peut-être 10 entreprises sur 10 en 2021. On est tous confrontés à des attaques de différents niveaux. Il faut pouvoir y réagir et y répondre correctement. Sur l'aspect, bien sûr, techno, mais la techno n'est pas ça. Ce qui est important, c'est le process et l'organisation, et surtout apprendre et tirer un enseignement des attaques de manière à pouvoir réagir correctement et pouvoir améliorer la sécurité. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos intervenants sur ce sujet de la surface d'attaque et des différents types d'attaques, peut-être? Pas de questions? Je voulais juste rajouter un point, et le meilleur allié, au final, c'est le temps. Parce que c'est le temps de détection d'un attaquant, le temps de déchiffrement de la donnée, par exemple, si elle est volée. Si vous avez mis des bonnes mesures cryptographiques sur les données, vous les avez fait une gestion de risque sur le fait qu'au final, quelle est la valeur de ce qui a été volé dans le temps? Et vous, pendant ce temps-là, vous pouvez anticiper cette menace. Et donc, du coup, le temps, c'est vraiment c'est notre meilleur copain, en fait. Le temps de détection d'une vulnérabilité, le temps de détection d'une attaque, le temps de déchiffrement d'une donnée, quelle qu'elle soit, quand elle est volée, le temps de déploiement d'une gestion de crise. Et en fait, on est tout le temps là, on court tout le temps. Et plus vite on va détecter quelqu'un, plus vite on va l'isoler dans ce que tu disais. Là, on segmente les réseaux, on va l'isoler dans un coin. Et plus vite on le détecte, moins il va avoir d'impact sur le système d'information. Donc, c'est vraiment ce côté temps avec un ensemble de process au final, techniques ou organisationnels, qui permet justement d'avoir une bonne notion de ce temps. Et ça, c'est très important. Ouais, et la difficulté, c'est que le temps, savez-vous, il s'accélère. C'est que les attaques, il y en a de plus en plus, que les vulnérabilités sont détectées de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de personnes, de malveillants qui trouvent ces nouvelles vulnérabilités, des zero day qu'on appelle. Donc c'est des vulnérabilités non connues qui peuvent être exploitées par des personnes malveillantes, et donc pour réagir très rapidement et de plus en plus rapidement. Et donc c'est un peu le sujet que l'on a, et heureusement qu'on a un Guillaume, un YesWeHack pour nous aider. Romain, vous vouliez... Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, enfin la question que vous m'aviez posée, Anne, c'était concernant comment le droit appréhende cette situation. Pour le coup, le RGPD donne quelques indices, si je puis dire, des critères ou des facteurs en fait à suivre pour mesurer, évaluer le risque. Alors, ce sont effectivement des critères qui sont axés sur un prisme très, encore une fois, risque pour l'individu, puisqu'il s'agit essentiellement de la sensibilité de l'information et de devoir adopter une mesure de sécurité qui correspond à la sensibilité de l'information. Donc il y a tout un débat, d'ailleurs, y compris chez nos clients, la difficulté, mais c'est quel est le niveau de sécurité que je dois mettre en place, puisque j'ai pas un texte qui m'écrit noir sur blanc que telle mesure, c'est la bonne. Ce que les Américains ont plutôt tendance à faire, parce qu'ils ont un mode de pensée où la sécurité est un élément déterminant de la donnée, un élément stratégique culturellement, et ce qui fait qu'ils ont des règles plus prescriptives, beaucoup plus que le RGPD qui finalement donne des niveaux en réalité. Mais au final, peut-être que ces niveaux-là invitent à cette réévaluation permanente, donnent des indices et permettent au CISO d'aller travailler avec le DPO, d'aller travailler avec le département assurance, parce que c'est vraiment important de pouvoir identifier ces risques. La seule limite, et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un prisme très données personnelles, et tous les risques ne sont pas que des risques données personnelles. J'aimerais bien un peu aller dans ce sens-là. Il y a eu un gros changement il y a 4 ans environ avec l'arrivée du RGPD. Ça a transformé un aspect de la cybersécurité qui n'était pas du tout vu
analysé, c'était la protection des données à caractère personnel. Ça a mis en place une organisation dans l'entreprise qui n'existait pas, avec le DPO, avec le legal, qui est maintenant partie prenante. Maintenant, il faut faire peut-être la même chose en cybersécurité, avec une réglementation importante. Et la réglementation qui va arriver, et heureusement qu'il y a la gouvernance française de la Commission européenne, c'est la NIS V2. C'est la nouvelle version de justement cette directive cybersécurité. Cette directive cybersécurité va étendre l'exigence cybersécurité à tous les pans de l'activité économique. Et donc, on y aura des obligations imposées par l'État, imposé par l'ANSSI, et donc j'étais encore ce matin avec l'ANSSI pour parler de ça, qu'on puisse participer justement avec justement à appliquer correctement la cybersécurité dans l'entreprise et que ça devienne une obligation comme le GDPR. Et donc la NIS V2, ça va être justement la nouvelle peut-être manière, et moi je crois vraiment ça, pour qu'on puisse augmenter le niveau de cybersécurité grâce à cette NIS V2. Et vous savez quoi, cette NIS V2, la nouvelle version de cette directive européenne, elle va permettre, j'espère, ça c'est de tout mon cœur, et c'est peut-être une information importante, ça va permettre d'homogénéiser la posture cyber au niveau européen, de manière à pouvoir réagir de la même manière, de pouvoir avoir des mesures de cybersécurité homogènes et de pouvoir interagir au niveau de l'écosystème européen. Et ce qu'on essaye de faire. Moi, au quotidien, je suis en relation avec des CISO, donc avec le CESIN, mais aussi avec des CISO européens et avec des CISO internationaux dans tous les pays du monde. Alors, quand on a préparé la table ronde avec Benjamin, on avait parlé du fait des entreprises qui n'avaient pas les capacités de mettre en place ces mesures. Comment on peut faire pour aider ces entreprises ? Je pense que la problématique, c'est pas simplement la capacité, c'est aussi la connaissance finalement. Et on voit bien que le point crucial, à la fois pendant la crise sanitaire et encore aujourd'hui, c'est quel est le niveau de connaissance des uns et des autres sur le risque et la manière de comprendre ce risque et de l'organiser. Donc en réalité, on pourrait trouver deux sujets dans cette problématique-là. La première, c'est le partage de toutes ces bonnes pratiques et le partage au plus grand nombre et la possibilité de les faire comprendre au plus grand nombre. Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui publiées. Il y a un guide d'hygiène de cybersécurité qui est publié depuis quasiment 10 ans par l'ANSSI, qui est quand même accessible et compréhensible pour les uns et pour les autres, et de savoir comment on va s'organiser. L'ANSSI a publié pas mal de choses ces derniers jours sur une gestion plus post, c'est-à-dire gestion de crise, mais c'est quand même aussi pour comprendre que se passe-t-il et quand ça se passe, comment on l'organise, comment on le documente, comment on le fait. Donc il y a vraiment un premier gros point sur les bonnes pratiques. On parle de gestes barrières au quotidien aujourd'hui avec le Covid. Finalement, les bonnes pratiques, c'est aussi les gestes barrières. On a un sujet basique qui est assez rigolo dans la cyber, c'est l'histoire des mots de passe par défaut. C'est un sujet que tout le monde connaît. Tout le monde sait que c'est une porte, un risque. Qui change vraiment les mots de passe par défaut ? Pas tant de monde en réalité. Et ce risque-là, il ouvre... Aujourd'hui, on a une législation en Angleterre, par exemple, qui vient interdire cette notion de mot de passe par défaut. Et donc, les fabricants auront l'obligation de créer d'autres systèmes de mots de passe qui viendront empêcher, refermer en tout cas, cette possible surface. Évidemment, entre nous, on connaît cette problématique. Je parle des entreprises qui sont moins, ou des personnes qui sont moins alertes sur ces sujets-là et qui ne se posent même pas la question de redéfinir le mot de passe et de mieux le contrôler. Ouais. Hein? Je peux me permettre, oui. Je trouve ça un peu incantatoire. Incantatoire ? C'est-à-dire que c'est des belles phrases, mais en fait qui n'ont pas d'action directe. Depuis 10 ans, on dit on va appliquer l'hygiène. Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous changez votre mot de passe fréquemment ou est-ce que c'est imposé par l'entreprise ? Moi, je trouve que ça ne change pas. Et qu'il faut changer un peu le paradigme, en fait, ici. En Israël, par exemple, en géopolitique, hein, si on parle de géopolitique un peu, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, depuis l'enfance, dans l'école, eh ben, on sensibilise les enfants à la cybersécurité. Est-ce qu'on fait ça en France ? Est-ce qu'on parle cyber à nos enfants ? Est-ce qu'on va dans l'école, dès le collège, pour expliquer les bons réflexes ? Est-ce que nos enfants ont une bonne réaction vis-à-vis de la cyber ? Est-ce qu'ils ont un mot de passe fort ? Non. Non. Il faut nous-mêmes aller dans les écoles pour parler cyber, pour que femmes et hommes, demain, et surtout les femmes, je pense, parlent cyber. On a besoin d'avoir... Non, excusez-moi, mais c'est hyper important.
Ce que voulait dire Eric, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de femmes en cybersécurité, et je pense que c'est important que les femmes viennent aussi, parce qu'il y a historiquement, il y a quand même beaucoup d'hommes qui se déplacent dans les écoles. Oui. Et que je pense que ça serait bien aussi, je suis assez d'accord avec Eric, qu'il y a aussi les femmes qui viennent présenter la cybersécurité. On a une approche justement différente, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème sectoriel. Il y a 4 millions de postes non pourvus en cybersécurité dans le monde. On a plus d'attaques, et en fait, on manque de moyens. Et aujourd'hui, la diversité, c'est la grande force au niveau défense. Au niveau défense. Et donc, du coup, voilà, c'est un travail de longue haleine qui est en train d'être fait, même par le gouvernement, sur justement démocratiser un peu cette cybersécurité, puis ajouter de la diversité pour justement qu'on ait un capacitaire qui soit capable de bloquer la menace, où aujourd'hui, voilà, l'effet de groupe. Ouais, et c'est vrai, donc moi récemment j'ai lu la femme cyber européenne. C'est très important de promouvoir justement l'égalité femmes-hommes aussi en cyber. Ça on le promeut tout le temps. Il n'y a pas assez d'équilibre. Ça permet de pouvoir aussi contrer la menace. Parce que cette richesse de relations va nous permettre de nous améliorer. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Moi, dans mon équipe, j'essaie d'avoir une parité aussi femmes-hommes. Et donc là, je suis en train d'embaucher en Espagne, typiquement pour pouvoir se connecter avec l'ensemble de l'écosystème. Et là, je suis en train d'embaucher une femme, clairement. Ça va nous permettre de nous enrichir et de pouvoir contrer correctement la menace. Mais si je peux me permettre, parce que nous, chez YesWeHack, en fait, on a plus de 30 000 hackers à travers le monde. Donc, il y a 160 pays qui sont référencés sur la plateforme. Et en fait, on a des gens qui sont très bons dans chaque pays. Aujourd'hui, on va avoir des systèmes de défense en face de nous qui sont de plus en plus complexes. Et on s'aperçoit qu'en fait, la diversité déjà culturelle permet, ou au final, même quelqu'un qui est classé parce qu'il y a un classement en fait sur les 30 000 hackers, même dans le top 10, en fait, la diversité culturelle, la diversité technique, comment vous appréhendez les méthodologies d'attaque, etc. En fait, on se retrouve où parfois un Égyptien, un Allemand, un Anglais, un Français, un Américain, etc. En fait, cette diversité, un Singapourien, on va trouver des nouvelles vulnérabilités, parce que justement, on n'a pas cet effet. Vous savez, des fois, vous sortez de l'école, on vous a appris à travailler comme ça, puis vous allez travailler comme ça pendant quelques années avant de faire votre expérience. Et en fait, cette diversité apporte vraiment une efficacité redoutable sur le terrain, encore plus en cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment d'une menace organisée avec des effets de groupe, et donc du coup cette diversité, l'intelligence collective, comme j'aime bien l'appeler, fait que ça devient redoutable, et il n'y a que tous ensemble. Et même un étudiant parfois exploite une vulnérabilité, alors que nous, ça fait 20 ans qu'on fait ça, et en fait on est passé à côté de quelque chose de très simple, comme les attaquants le font, quoi. Mais bon, je pense que ça peut paraître incantatoire, mais j'ai pas l'impression qu'on dise quelque chose de vraiment différent. En réalité, le problème, c'est le déclic. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà à disposition, et il y a des connaissances qu'on a à disposition et qui ne sont pas connues du plus grand nombre. Qu'on puisse former les plus jeunes, évidemment, c'est la clé, c'est les générations de demain, c'est elles qui utilisent le plus aujourd'hui tous les outils, qui ont cette vie dans la connectivité, donc eux doivent être sensibilisés dès le plus jeune âge. Ils passent le brevet pour conduire un scooter, ils devraient faire la même chose pour utiliser tout un tas d'outils en réalité, parce que c'est quasiment tout aussi dangereux pour eux d'avoir des problématiques dans le cybermonde que dans le monde réel. Donc ça, c'est vraiment un point. Quand je parle de ce qui existe aujourd'hui déjà, c'est aussi parce que on est tous des adultes, et on doit avoir accès aussi à la connaissance qui est mise à disposition, à se l'approprier et avoir le déclic de la mettre en œuvre, de comprendre finalement. Aujourd'hui, nous sommes des professionnels, donc nous, on prêche des convaincus en quelque sorte. Mais en réalité, la problématique, c'est l'autre côté du miroir. C'est toute la population qui a beaucoup moins d'appétence sur ces éléments-là, et qui, en réalité, sont aussi des surfaces dans les entreprises et hors des entreprises. Je suis en accord avec ça. C'est vrai que ce qu'on a appris avec le Covid, on a appris une chose super, c'est de se laver les mains. Avant, on ne se lavait pas autant les mains, et depuis, on est moins malade. Par contre, on se lave moins les dents. Ça, c'est le truc, il y a moins de ventes de brosses à dents. Donc ça, c'est une chose. Alors, la cybersécurité, c'est pareil. Si on n'a pas d'attaque, on ne fait pas attention. Et WannaCry, ça nous a changé. On a une nouvelle posture du ciseau qui est maintenant devenu plus élevé. Mais c'est vrai que maintenant, il faut sensibiliser, et c'est un autre travail ciseau, c'est de sensibiliser chaque niveau dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que vous êtes confrontés dans vos entreprises à des phishing, des tests de phishing, pour pas que vous cliquiez sur des liens.
qui amènent ça. Donc il y a du phishing, il y a du smishing, où c'est des SMS aussi compromettants. Vous ne devez pas aller sur le SMS. Et nous, on fait toujours des tests, bien sûr. C'est important que les entreprises fassent des tests comme ça. Et ce qu'on fait en plus maintenant dans les entreprises, on fait des simulations d'exercices de crise cyber à tout niveau dans l'entreprise. Ça permet de comprendre le risque et de ne pas attendre qu'il y ait une attaque. Ça permet de pouvoir instrumentaliser et expliquer l'attaque aux dirigeants, mais aussi aux opérationnels, pour que ces opérationnels puissent... Il y a une cyberattaque déjà. Que ces opérationnels puissent comprendre le risque et puissent être sensibilisés. Romain, vous me parliez du rôle de l'ANSSI, qui a peut-être un aspect trop punitif et pas assez préventif. Je dirais plutôt le contraire, mais c'est encore une fois, ce que je reviens sur ce paradigme du droit et la manière dont le droit appréhende cette technicité. Alors avec le RGPD, c'est devenu tellement marketing, bon je m'en plains pas, mais c'est devenu tellement marketing qu'on a mis un accent très fort sur cette dimension et qu'aujourd'hui on intègre de force, en fait, ce qui existait quand même déjà depuis plus de 40 ans auparavant. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de devoir faire la même chose avec la cybersécurité, alors qu'en réalité, quand on réfléchit bien, si vous voulez assurer la protection des données à caractère personnel, c'est pas avec un régulateur, malgré toute l'estime que j'ai pour la CNIL, c'est pas avec un régulateur qui va sanctionner des gens à 50 ou 100 millions d'euros que ça va changer le problème cyber. Si vous voulez protéger des données à caractère personnel, c'est de la technique qu'il faut mettre en place. Et ça, au niveau européen, c'est vrai qu'il est dommage qu'il n'y ait pas eu une harmonisation de ce point de vue-là, et que finalement, le levier de sanction du régulateur, qui est plutôt axé sur la protection de la vie privée côté données personnelles, l'est moins sur l'aspect cybersécurité, puisque finalement, on ne punit pas celui qui commet une faute. Alors, il est déjà puni parce que quand vous avez votre organisation qui est complètement paralysée, ben, c'est déjà le cas. Est-ce qu'il y a une utilité à ajouter ça? En tout cas, il faut réfléchir sur ces sujets. Il faut aussi réfléchir sur ces sujets parce que, à une dimension un peu internationale, j'ai eu à expérimenter un ransomware avec les autorités américaines qui sont intervenues dessus. Les autorités américaines sont vraisemblablement plus pragmatiques sur le paiement de la rançon, sans forcément engager par la suite des actions pénales contre les organisations qui payent les rançons. Alors qu'en France, on a une position qui est complètement opposée. Je ne la remets pas en cause, je pense qu'elle fait sens, puisque c'est participer finalement, c'est un sujet plus géopolitique, si je puis dire, puisqu'on vient alimenter le terrorisme par ce biais-là. Mais c'est intéressant de voir comment les Américains ont des positions complètement différentes et avec des logiques beaucoup plus sécuritaires que de protection de vie privée. Et ça, la directive Nice 2, elle a quand même vocation à... vulgariser, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas de forcer un certain nombre d'acteurs à se rendre compte que la cyberattaque, c'est pas uniquement dans le journal, chez le voisin. C'est chez vous, tous les jours. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment intégré et qui constitue le risque majeur, d'où l'utilité de faire ces tests, d'ailleurs. Si je peux me permettre, et je voudrais juste passer un petit message, puisque j'ai la chance d'avoir d'éminents juristes, en tout cas en face de moi. En fait, c'est ce côté pragmatique. Nous, on le voit aujourd'hui, on a des clients dans plus de 40 pays. On a des contrats qui sont qu'on signe avec des clients dans 40 pays. Souvent, on va avoir une interaction avec les juristes. Et en fait, on voit vraiment une différence en ce côté pragmatique et ce côté un petit peu où ça va être beaucoup plus simple de signer des contrats, plus rapidement. C'est-à-dire, on va être capable de déployer une solution technique, notamment celle de YesWeHack, plus rapidement, parce que justement, les juristes, pour moi, sont plus pragmatiques que nous, Français. Parce que nous, on a un petit peu cette culture du latin. Donc, en fait, au final, aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est que le risque cyber, c'est le risque numéro 1 au monde, hein, clairement. Aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé, et c'est bon enfant, où j'arrive, moi, je suis quelqu'un, entre guillemets, je suis un petit artisan qui connaît quand même assez bien la cybersécurité, qui connaît les risques, à ma façon, qui ne remet pas en cause les risques métiers. Ça, c'est hyper important au niveau organisationnel. Mais demain,
on trouve qu'au final, le déploiement d'une solution technique met beaucoup plus de temps en France parce qu'on est confronté à des risques hypothétiques qui sont les vôtres, vous, juristes. Mais moi, aujourd'hui, mon client, c'est le CISO, c'est le PDG. Et souvent, le PDG, quand vous allez le voir, vous allez dire, bah là, moi, j'ai mes risques juridiques et en fait, j'ai les risques cyber à côté. Si j'ai ça, j'ai une solution qui me protège. Et par contre, il y a un risque qui est hypothétique, qui est un jour, peut-être ça arrivera, un jour, on sait tous qu'un contrat, c'est là pour en cas de problème. Mais moi, en final, aujourd'hui, on est un petit peu confronté à la rue. Puisqu'en fait, on a une explosion des cyberattaques, une explosion des surfaces d'attaque, on a besoin d'outils performants très rapidement, et derrière, on a toujours parfois le légal qui freine ou qui prend du temps. Non mais, moi je suis habitué à ce genre de sujet. J'ai monté un modèle économique et quand même, on est 5 dans le monde à faire ça, hein, qui est très pragmatique comme modèle. Hein. Eric est très efficace aussi. Et donc du coup, on voit que il faut vraiment appréhender les modèles. Faut s'intéresser à la cybersécurité, savoir ce que vous signez, à quoi ça sert, bien discuter avec le CISO et comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Qu'il n'y a pas que des enjeux qui sont les vôtres, il y a un enjeu qui est global et il y a un enjeu où au final, si on fait une analyse de risque. Aujourd'hui, c'est pas nous qui le disons, c'est le risque cyber déjà, il a un poids qui est différent, mais ça fait beaucoup rire Romain, mais je dis pas que ça me fait rire, c'est juste je suis confronté et en fait on voit que voilà, il y a vraiment ce côté pragmatique chez les anglo-saxons, même en Indo-Pacifique, même dans des pays un peu plus nordiques en Europe, etc. Et ils ont les mêmes contraintes réglementaires aujourd'hui, et en plus avec NIS 2 on va harmoniser tout ça, et donc du coup on voit que vraiment on met pas du tout le même temps d'appréhension de ce risque, et justement le CISO est pénalisé derrière, l'entreprise est pénalisée parce que derrière au final on a un problème d'analyse, une vraie analyse de risque. Alors ce que j'aurais tendance à rétorquer ou répondre à ça, c'est souvent, et on le voit très nettement en matière de RGPD, et la cybersécurité c'est le next step finalement compte tenu de la technicité de la matière, c'est que le juriste n'est pas formé à la compréhension, même sommaire, de la situation technique dans laquelle il se trouve. Or, le métier du juriste, qu'il soit en entreprise ou qu'il soit avocat, c'est de la qualification juridique des faits. Donc si vous ne comprenez pas les faits qu'il faut qualifier, ça va être assez difficile d'avoir une position pragmatique. Et par exemple, on nous fait toujours un sujet sur le RGPD, le consentement, la transparence, le registre. Ça, c'est très incantatoire, pour le coup. Mais ça veut dire quoi ? Si on ne comprend pas, par exemple, sur le RGPD, il y a une chose à comprendre, c'est comment l'information circule. La manière dont l'information circule, ça n'a rien de juridique. Je dis à mes étudiants constamment, ils me répondent, ils donnent une réponse juridique, mais ne vous posez pas cette question-là. Et c'est pareil pour la cyber. Donc, quand on a une interrogation sur que signifie cette vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle impacte pour l'entreprise, quel risque on fait, et en fait, quelle est la nature du risque. Il y a le risque juridique, c'est vrai, mais encore une fois, distinction organisationnelle contre vie privée, ça ne veut pas dire que c'est opposé. D'ailleurs, c'est même plutôt le contraire, notamment quand on est en B2C et qu'on a une activité en ligne. Au contraire, pour le CEO, c'est pas risque juridique contre risque cyber, c'est vous assurer une protection cyber pour garantir un risque, enfin justement vous préservez également d'un risque juridique. Et je crois qu'il y a d'abord une difficulté de langage entre les deux environnements. On l'a vu notamment sur l'exercice de la cartographie, où établir une cartographie pour un juriste du point de vue RGPD, ce n'est pas établir une cartographie pour un ingénieur informatique. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, il y a bien une connexion, à mon avis, entre les deux, c'est-à-dire identifier cette circulation de l'information de manière globale, qu'on rattache à des systèmes au travers, ça c'est un langage ingénieur, si je puis dire, ou informaticien, et du point de vue de la finalité. Et ça, c'est un langage juridique. Et c'est à partir de ce moment-là que, quand on comprend véritablement l'objectif qui est poursuivi dans le contrat, quel est l'objet des parties, c'est de garantir telle mesure de sécurité, faire tel test d'intrusion. Bien sûr qu'il peut y avoir des règles localement qui font qu'on ne peut pas aller aussi loin que ce que l'on pourrait souhaiter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été obligé de faire évoluer sur les whistleblowers cette position-là. Parce qu'en France, ce n'était pas le cas. Il peut y avoir une inadaptation de la règle. Dans les pays nordiques, je pense à ça tout à l'heure, parce qu'il y a une logique de compliance depuis très longtemps, où il y a une plus grande, je dirais, familiarité avec ces thématiques un peu techniques. Donc c'est aussi pour ça qu'on se retrouve, selon les pays, avec des différences. Mais je ne crois pas que le droit soit nécessairement un obstacle. Il peut être
un catalyseur, un canaliseur de ces sujets, mais je ne crois pas qu'il soit nécessairement un obstacle si on fait vraiment attention à la dimension technique. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était un obstacle. Mais, ça peut être un frein, et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est discuter ensemble. Chacun a son métier, chacun a ses contraintes, et je pense que c'est important de comprendre. Alors moi, je suis le patron d'YesWeHack, donc les problématiques juridiques, j'en ai tous les jours en tant que patron, avec des croissances comme la nôtre, et j'ai notamment des juristes qui sont là pour discuter avec des juristes sur ces aspects contrats qui sont là juste pour mes clients, et j'ai la chance d'en avoir 2 qui traitent voilà tout le volume à l'international. Donc aujourd'hui, voilà, nous, en tout cas, c'est un fait que moi je ressens en plus. Mais qui existe, je ne le remets pas en cause. Voilà. J'ai donné juste un autre angle. Je vais redonner la parole à Benjamin parce que vous n'êtes pas exprimé beaucoup sur le rôle de l'intelligence artificielle justement dans la prévention des attaques. Alors, qui est un sujet intéressant aussi. C'était un des sujets possibles dans les éléments, les moyens qu'on pouvait mettre à disposition des acteurs de plus ou moins grande taille pour mieux appréhender ces risques-là et ces difficultés. Et vous n'avez pas eu non, mais c'est pas, le débat est vivant, donc c'est très bien, on est là pour ça. Et donc l'intelligence artificielle est aussi un des éléments aujourd'hui sur lequel on peut travailler, puisqu'elle permet d'anticiper, d'analyser, de faire tout ce travail qu'on a évoqué tout à l'heure pour permettre de détecter. On parlait du temps. Le temps est l'élément clé, le temps s'accélère, et donc l'intelligence artificielle permet aussi d'accélérer toute cette phase d'analyse, de détection, et donc de comment on commence à réagir et comment on analyse avant même que tous les intervenants humains, entre guillemets, aient la possibilité de prendre des décisions, de se rencontrer, de discuter. On a expliqué plusieurs fois aujourd'hui que ces thématiques-là aujourd'hui ne sont pas le sujet d'une personne ou d'un rôle ou d'un autre, c'est qu'en réalité maintenant on est des équipes, on est des teams, des packs comme au rugby, à travailler ensemble pour essayer de repousser ces différentes attaques. Et donc l'intelligence artificielle peut permettre aussi de nous aider. Et si je puis me permettre, sur la partie support aussi aux entreprises, je pense qu'il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est le sujet de la transparence. La transparence dans l'organisation, la transparence dans la manière dont on documente nos process, la transparence dans la manière dont on fournit nos produits et nos services pour permettre aussi aux autres, à nos clients, à nos partenaires, à ceux qui sont en face, de comprendre quels services ils vont acheter, quels produits ils vont acheter, et donc de mieux décider sur ces éléments-là, et vraiment de pouvoir avoir une vision beaucoup plus éclairée. La cybersécurité ou la sécurité, c'est des choses qui peuvent paraître un peu obscures pour ceux qui ne baignent pas dedans, pour ceux qui ne sont pas sensibilisés, et donc il faut aussi faciliter cet accès au travers de tous ces éléments-là. Et pour compléter, peut-être Benjamin, pour aller dans ton sens, quand on parle d'intelligence artificielle, on va donner un exemple concret. Il y a quelques années, nous avions des antivirus. Vous savez, sur les ordinateurs, il y a un antivirus. Comment il fonctionne, cet antivirus? En fait, nous avions des virus informatiques depuis 30 ans, au moins, même plus longtemps que ça. Et à chaque fois, donc, il y a une base de signatures pour contrer ces virus. Et plus ça va, plus il y avait de virus. Et donc la base de signature augmentait. Et à chaque fois, il y a des nouveaux virus. Et les nouveaux virus, vous savez quoi? Ils mutent, les virus. Même les virus informatiques, ils sont polymorphes, ils se transforment. Et donc les antivirus traditionnels ne répondaient pas aux nouveaux virus. Et donc maintenant, les nouveaux antivirus, c'est plus des antivirus dans les machines, s'appellent des EDR. C'est en France. Response. Donc c'est des antivirus à base d'intelligence artificielle qui réagissent non en fonction de la signature, mais en fonction du comportement qu'il y aura sur l'ordinateur. Donc ça change complètement le paradigme. C'est un peu un ARN messager dans l'ordinateur, en fait. C'est ce qu'il a été fait, c'est de l'intelligence artificielle appliquée concrètement dans l'ordinateur. Et c'est ce qu'on vit. Dans l'ordinateur, avec les nouveaux types d'antivirus, ça s'appelle des EDR. Maintenant, les EDR augmentent, ne sont pas uniquement sur le poste de travail, ils vont aussi dans le réseau, ça s'appelle des XDR. Et donc, les éditeurs d'antivirus ont changé complètement. Avant, on parlait de Norton antivirus, je ne sais pas si vous vous rappelez, et maintenant on a des nouveaux antivirus avec des nouveaux acteurs français, entre autres, comme Tetris, entre autres, comme SolarWinds, comme SentinelOne. Il y a des noms que vous ne connaissez pas, mais qui seront demain, ou même aujourd'hui, dans vos ordinateurs.
L'utiliser, en fait, l'IA, mais bon, moi je dis toujours que c'est un abus de langage, mais globalement, votre banque en ligne, elle est sécurisée par de l'analyse comportementale. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de vous connecter à Paris et puis que vous cliquez d'une certaine façon, bah ça va apprendre derrière le système. Et en fait, si par exemple vous connectez à Bangkok et puis que vous allez directement faire un transfert, bah c'est pas votre comportement habituel. C'est-à-dire si vous y allez tous les jours, faire toujours voir vos comptes, etc., et que vous connectez 90% du temps depuis une adresse IP de Paris, etc., bah tout ça, il y a une grosse base de données qui apprend de l'utilisation que vous avez du produit. Et donc du coup derrière ça émet des alertes et on va bloquer votre compte, vos accès. En tout cas anticiper, on est toujours cette notion d'anticiper et anticiper l'attaque et notamment cet aspect temps où au final est hyper important puisqu'au final si on le détecte le plus tôt possible, il n'aura peut-être pas vidé votre compte en banque. Est-ce que des personnes ont des questions pour nos intervenants peut-être? Pas de questions? Bien. Alors peut-être qu'on va parler de la cybersécurité comme arme de souveraineté. Guillaume, je vous laisse la parole. Quel est le comportement des États face à la cybersécurité? Est-ce qu'on voit des attaques d'État et des défenses des États? Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans votre pratique? Moi, je vois pas grand-chose. Déjà, c'est difficile d'en parler puisqu'au final, c'est pas visible comme une guerre qu'on peut voir à la télé, etc. Donc, du coup, il y a des indicateurs, certes, mais bon, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas naïf sur le contexte mondial qui fait qu'aujourd'hui, on a transposé ce qu'on faisait dans la vie réelle, on le fait sur le monde cyber. Aujourd'hui, le commandement de la cyberdéfense s'est doté d'une doctrine offensive depuis 2019. Je crois, de mémoire. Et donc du coup aujourd'hui, on a un commandement de la cyberdéfense et chaque pays globalement a plus ou moins officialisé ses équipes qui sont capables aussi bien de faire du défensif. Alors nous, Français, on est plutôt sur la défense et des équipes qui sont un peu plus offensives, bien entendu. Les Américains ont tendance à mélanger les deux. Donc ça, c'est à double tranchant aussi, puisque c'est toujours plus marrant d'attaquer que de défendre. Donc ils sont au niveau défense, nous, on a vraiment une segmentation des outils. Donc voilà, il y a un peu cet aspect anglo-saxon. Les Anglais sont un peu les mêmes, mais aujourd'hui, de toute façon, le contexte mondial veut que il y a des choses qui sont mises en lumière un peu plus. Là, par exemple, l'ANSSI, les attaques russes de cette semaine, où ils ont pris directement la parole par rapport à ça, concernant certaines attaques. Bon, il y a toujours les Chinois, les Russes, mais bon, voilà, tout s'accélère, mais en même temps, le monde s'accélère, les tensions s'accélèrent. Et puis, il y a cet aspect où on est tous... voilà, il y a aussi, il faut transposer... faut transposer aussi, tout le monde veut se sortir de l'épingle du jeu pendant un moment de crise au niveau mondial. Et là, on parle d'économie. Donc voilà, on va mettre plus ou moins les moyens. Donc je pense que ça change pas d'habitude. Pareil, on industrialise, clairement. Aujourd'hui, on a des milliers de cybercombattants qui sont, enfin des milliers de postes qui sont ouverts, en tout cas en France, de cybercombattants. Ils appellent ça comme ça, vous pourrez voir. Donc après, tout ce qui est étatique, déjà il y a une meilleure coopération et privé-public aussi. Il y a nous Européens. On va s'adosser à une doctrine qui va être européenne. Donc il y a des choses qui sont qui ont plutôt dans la défense. Et après, voilà, la collaboration, maintenant, de toute façon, aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un il y a quelques années de l'OTAN, où ils ont compris que c'était pas chacun qui devait gérer les attaques qu'ils subissaient. Et donc, du coup, la collaboration est vraiment au cœur de la cybersécurité, aussi bien sur le privé, dans la vie de tous les jours, et sur les États. Aujourd'hui, comme je le disais, le rapport de force n'est pas le même. Une seule personne peut mettre un défaut à un État. Donc, du coup, la coopération, l'échange de données, l'échange d'outils, le transfert de compétences, l'échange d'experts, ça s'est accéléré parce qu'on a compris que l'intelligence collective, la diversité, comme je le disais, apporte vraiment son efficacité au niveau défense. Et on est là déjà, en plus là on va rentrer dans une période électorale. Donc bon,
ça va s'accélérer un petit peu plus. Là, tout ce qui est désinformation, les attaques sur certains partis, comme on l'a pu le voir sur la dernière campagne. Il y en a qui sont très bons pour ça. Et je pense que le fait que ça a été posté par l'ANSSI, notamment il n'y a pas si longtemps, qui a identifié la Russie comme un des vecteurs d'attaque officiellement, c'est aussi peut-être de dire attention, on sait qu'il y a les élections, on sait que vous avez une appétence pour faire certaines choses. Et donc du coup, on n'a plus eu peur de dire c'est toi, parce qu'aujourd'hui on a l'expertise technique au sein de notre pays et même au niveau mondial pour identifier les menaces et rebondir, parce qu'on croit tous qu'en fait on est caché derrière notre ordinateur. Il y a toujours cet aspect, mais bon, au final, il y a toujours, arrive un moment, on sait de plein de façons différentes. Et c'est pour ça qu'on arrive d'arrêter aussi de plus en plus de personnes malveillantes. Vous voyez tous les jours dans la presse des coopérations internationales. Et voilà, on est vraiment cet aspect intelligence collective et aussi l'expertise, comme je le disais, on s'est enrichi de nous tous, de notre expertise, de ces discussions. Vous vous êtes enrichis aussi aujourd'hui de notre expertise et vous serez encore meilleurs sur le sujet cyber demain. Et ça, ça se voit dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup. Je crois que ce sera la conclusion de cet atelier. Merci beaucoup. Merci. Pas de questions ? C'était une belle conclusion.